Bonsoir mes chers téléspectateurs, et puis mes chères téléspectatrices, ça prend le féminin aussi. Et puis vous êtes dans nos cœurs de toutes les façons. Bonjour Daniel, Bonjour. bonjour Emmanuel, Bonjour. bonjour Monsieur Marajo, Bonjour, jeune homme. bonjour Monsieur le Maestro Boutan. Bonjour, monsieur. C'est bientôt le livre? Très bientôt. Cette semaine, nous allons parler d'avenir, de mémoire et de gouvernance. Avec Eddy, nous verrons comment le dispositif France 2030 régionalisé, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais enfin bref, il y a une raison, pourrait transformer l'économie martiniquaise à travers l'innovation, l'énergie, la santé et éventuellement la souveraineté alimentaire. Belle parole. Eddy également nous parlera de... Je sais qu'il a été très imbriqué, mais très intéressé par la venue, par la présence de la communauté indienne. Je sais qu'il y a eu, peut-être pas cette année, mais tu as eu les années précédentes à travailler, à faire des choses avec eux, sur l'héritage que ça représente, toujours vivant de cette histoire. C'est pour ça que j'étais affecté ce sujet de la mémoire. Emmanuel, de ce côté, abordera ensuite la question cruciale du retour des jeunes diplômés. On y revient. Tape sur le clou. Comment retenir et faire revenir les compétences indispensables au territoire? Comment tu appelles ça encore? L'attractivité du territoire. Et Emmanuel, toujours toi, va analyser également la réforme de la décentralisation. On était parti très fort et puis ça a l'air de se terminer en peau de chagrin, en recentralisation un petit peu masquée. Bon, que veux-tu, les temps sont durs. Christian va nous proposer une réflexion autour des noms de la honte, qui à mon avis, mais ça, on verra ça plus tard, qui est un faux débat avec les dispositions du Code civil qui permettent de sortir de cette honte. Enfin, Daniel reviendra sur le débat autour d'un possible retrait de Bellefontaine de Cap-Nord. C'est énorme. Révélateur des tensions intercommunales. Enfin, mais c'est une position politique, c'est pas une position administrative ni réellement d'efficacité technique. Daniel a aussi pour nous lu le livre du président de la Cour d'assises de Fort-de-France sur le procès de l'affaire Aliquer et surtout sur la justice à l'époque coloniale. Pour moi, je le dis déjà, l'affaire Aliquer, ça devient secondaire compte tenu des éléments que, de par sa fonction, sa position et ses recherches, il nous a amené sur la notion de gouvernance à l'époque. Tu vas développer tout à l'heure. Je vous remercie pour d'être là et d'être présent. J'ai un édito qui fait 45 secondes. Commencez à compter. Réparation, une demande de Serge Letchimy. 25 ans après la loi Taubira, Serge Letchimy relance avec beaucoup d'autres une question sensible, celle de la réparation de l'esclavage. Il ne demande ni culpabilité héréditaire, ni guerre des mémoires, ni indemnisation financière, mais que la République reconnaisse que l'esclavage a détruit les vies et surtout laissé des fractures durables, économiques, foncières, sociales, psychologiques et territoriales. Il faudra, à mon avis, attendre avec patience la réponse de la République parce que ces jours-ci, son programme est très chargé et qu'elle a d'autres priorités. Jingle. La Martinique peut-elle devenir un laboratoire d'innovation capable de transformer les mots, c'est beau le français, hein, cette dépendance historique en filière stratégique d'avenir? Et puis aussi, le deuxième volet que j'ai collé à ça, les 34 maires qui ont été réunis sous la houlette du préfet pour voir les grands défis du nouveau mandat municipal. Roule ma poule. Je te remercie de me filer des sujets aussi scabreux. Je pense qu'on devrait partir du postulat suivant. La réponse systémique de l'État français face aux problématiques qui n'arrivent pas à résoudre des petits territoires insulaires et de nous promettre que tout va changer grâce à des remèdes qui ne s'appliquent pas au territoire, qui ne peuvent pas s'appliquer. La Martinique, territoire d'innovation. Bon, allons rigoler un coup, je vais quand même vous dire de quoi il s'agit. Alors, comme tu l'as dit, c'est France 2030. France 2030, c'est un programme monstrueux en termes de dizaines, voire de centaines de milliards d'euros. Exact. Qui ont été mis de côté. Donc, le fric est là, il est à la Caisse des dépôts et consignations, il est dans un coffre, et au fur et à mesure, on le prend pour financer un certain nombre de projets. Il y a des projets qui ont été financés en Martinique. Et puis là, on fait un sous-projet qui est destiné à financer des projets d'innovation. Voilà. Alors, pour éviter que ça marche, on le rend très compliqué. Formidable. Déjà, on multiplie les secteurs. Il y en a 14 au total. Je vais vous les citer, ça va vous faire sourire.
eau et gestion des ressources hydriques. Oui, oui. Donc, en clair, il y a des tuyaux qui pètent partout, mais il faut faire de l'innovation. Formidable. Transition énergétique et autonomie énergétique. On a un réseau qui est pourri. Il faut 500 millions d'euros pour changer. On parle souvent de l'eau, mais l'électricité, de ce même, ils deviennent fous. Bon, parce que EDF a dit, moi, là, voilà, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est vous. Agriculture et agrotransformation, économie maritime et bioéconomie bleue. Tu as vu qu'on a rendu ton truc un peu plus complexe. C'est de la bioéconomie bleue. On va passer à côté, ok, ça. Santé, biotechnologie et vieillissement, formidable. Numérique, intelligence artificielle et données. Bon, j'arrête là parce qu'il y en a 14. Oui. Bon. Et on rend le dispositif extrêmement complexe parce que tu peux pas venir, toi, petite entreprise, avec tes idées d'innovation. Ça arrive, hein. Il y a des Martiniquais qui font de la recherche, qui trouvent des choses. Il faut être deux. Alors, je vais vous dire ça parce que c'est formidable. Il doit être le dispositif. Bon, il y a du fric, mais pas énormément. 8 millions 3. 8 millions 3, c'est le chiffre d'affaires d'un petit supermarché de commune. Bon, donc, c'est pas avec ça qu'on va développer une innovation, mais il faut quand même dire que ça existe, parce que nous, notre spécialité, c'est pas aller chercher l'argent lorsqu'il existe. Et puis après, se plaindre. Et puis pleurer. Alors, il faut que ça se passe en consortium. Il faut que ça associe au minimum 2 partenaires industriels ou de services, dont une PME ou une entreprise, une très petite entreprise, ainsi que l'acteur de la recherche. Je ne trouve aucune explication sur ça. En préparant le sujet. Non, mais l'explication, elle est simple. C'est que plus tu rends les critères durs, moins ton argent est dépensé. Oui. Et puis, le coût classique, c'est de dire, vous voyez, on a mis 8 millions Oui, sur mais la tu table. peux donner une explication vaseuse, mais tu peux la donner quand même. Tu peux dire que c'est pour associer la petite. Tu peux faire quelque chose. Non, moi qui bosse avec les acteurs de l'agriculture, je vais vous dire comment ça fonctionne. Au départ, tu mets un truc super alléchant, mais super complexe. Et puis, lorsque personne n'a répondu, tu donnes à qui tu veux. C'est ça la solution. C'est, ouais, personne n'a répondu. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Eh bien, on va l'attribuer. On va l'attribuer, et évidemment, on l'attribue toujours aux mêmes. À ceux qui ont une capacité d'utiliser cet argent sans le détourner, donc aux gens les plus costauds. Voilà. Donc, le risque majeur de cet appel à projet, parce que c'est un appel à projet, hein. Oui. Attention. Alors, c'est bien parce que c'est pas des subventions qui sont conditionnées par le fait d'investir avant. Parce que c'est ça les fonds européens, rappelez-vous. Absolument. Vous dépensez l'argent et puis éventuellement on vous rembourse. Alors la CTM a un gros problème parce que elle a financé des projets via les fonds européens. Les gens ont dépensé. Maintenant, ils font des remontées de dépenses pour être remboursés. Et donc, la CTM dit à l'Europe, bon, c'est bon, vous pouvez envoyer l'argent. Et quand ils envoient l'argent, ça tombe dans le trou de la CTM. Et la CTM est incapable de donner l'argent, mec. Catastrophe. Donc là, c'est pas le cas. C'est directement l'État et un peu la CTM. Donc ça rend encore les choses un peu plus fragiles. Pour la période, tenez-vous bien, 2024-2026. C'est bon. Bon, j'ai fini. Parle-nous du préfet avec les maires. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ça, Bon. c'est important. Pour ceux qui croient que les maires peuvent révolutionner la Martinique. C'est très important parce que, alors, il y en a qui ont décodé et la majorité n'ont pas compris. Pourquoi le préfet nous appelle pour nous dire ce qu'il faut faire avec l'argent? Tout simplement parce que, et vous le savez, l'État a mis en place une espèce de plan de recentrage, de réappropriation du pouvoir à travers le préfet. C'est rare. C'est ce qu'Emmanuel va traiter tout à l'heure. C'est rare quand même qu'un préfet, à l'issue d'élections municipales, dise « Venez les mecs, je vais vous expliquer comment on utilise l'argent. Ouais. Je vais vous rappeler des règles d'usage de base. » Ça, c'est catastrophique. Ça veut dire en clair que les types d'en face, ils ont besoin qu'on le leur rappelle. Ça veut dire en clair qu'ils, potentiellement, ils n'allaient pas les appliquer. C'est pas potentiellement. C'est pas appliqué depuis 1946. D'ailleurs que il faut changer de braquet, il faut changer de paradigme. En fait, c'est ce que ça veut dire, cette réunion. Oui, mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que, en fait, tu tapes sur les doigts en disant attention, je vais vous mettre sous tutelle, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça. L'argent public, c'est pas ça, il faut le respecter, etc. Et puis, une fois que tu as dit ça, tu te barres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui contrôle quoi que ce soit. Donc, par exemple, on prend le SMTVD. Le SMTVD, c'est l'illustration parfaite de quelque chose qui, au départ, est nécessaire, la gestion des déchets, carré, bien encadré, et puis un certain nombre de dérives qui ne sont pas pointées du doigt par ce qu'on appelle le contrôle de la légalité.
Donc, en fait, là, c'est au départ, attention les mecs, il faut faire attention. Et puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont fait n'importe quoi. Oui. Mais vous étiez où? Moi, c'est la question qu'on me pose quand je vais dans les communes. Ah bon, ou qu'à parler là, les règles, il faut nous respecter. Côté autres, là, nous t'es pris, côté autres, la mairie d'Uber dit ça souvent. Le retour des jeunes après leurs études, le retour des jeunes diplômés n'est plus seulement une question démographique, il est devenu un enjeu de souveraineté économique, d'innovation et de capacité d'avenir pour la Martinique. Parce que sans eux, on est fatigué de le dire, mais on va leur redire, sans eux, tout mon pas le mot. Voilà. Oui, c'est le sujet c'est un peu un marronnier, l'effondrement démographique qui a commencé en 2009 précisément et qui jusqu'à aujourd'hui ne cesse d'être constaté, et en particulier avec la population des jeunes, avec un phénomène qu'avait traité d'ailleurs Frédéric ici même il y a la semaine dernière, je crois, où les deux grands indicateurs de la démographie s'additionnent, c'est-à-dire le solde naturel et le solde migratoire qui s'additionnent pour accélérer cette dégradation de notre démographie. Et donc, qu'est-ce que ça dit finalement, ce phénomène? D'abord, ça dit qu'on est aujourd'hui 350 000 habitants, 355 000 habitants, alors qu'on aurait dû être, quand on regarde les statistiques d'il y a 10 ans, on aurait dû être 420 ou 430 000. C'est ce qu'avait projeté l'INSEE à l'époque. Donc, il y a déjà un gap terrible. Les jeunes qui quittent la Martinique, en fait, ils quittent la Martinique au moment de leur diplôme. Ils mènent un temps de vie sur l'Hexagone, au Canada ou ailleurs. Et puis, souvent, c'est là que les amours se fabriquent et c'est là que les naissances arrivent, donc en dehors de chez nous. Et puis, c'est là que s'installent finalement des modes de vie et on se retrouve privé de cette population qui, rappelez-vous, à l'époque, je pense que c'était le cas chez vous, quand vous faisiez vos études il y a 30 ou 40 ans, en France ou ailleurs, le dernier jour, vous étiez déjà dans l'avion pour rentrer ici. Aujourd'hui, maintenant, il se passe 10 ans, 15 ans, il se passe une expérience de vie. Et tout ça, ça explique cet effondrement démographique. Et quand les jeunes doivent revenir, c'est compliqué parce que d'abord, ils ont pris des habitudes en dehors de chez eux. Ils ont des réseaux d'amitié qui ne sont pas ici, mais qui sont ailleurs. Et puis, il y a un certain nombre de déceptions qu'ils constatent quand ils arrivent ici. Et c'est normal parce que d'abord, ils constatent que la vie est plus chère. Et ça, c'est le premier vrai répulsif d'un jeune quand il arrive ici. Il a pris des habitudes de consommation qu'il ne peut plus vivre ici parce que la vie est réellement plus chère. Ils constatent que le marché de l'emploi est verrouillé parce que ce sont des petites entreprises, ce sont des petits secteurs. Quand on est dans l'emploi, on y reste, donc il n'y a pas de mobilité dans l'emploi et donc les portes sont assez vite fermées. Ils constatent que les postes qualifiés, là aussi, sont déjà tenus, donc c'est compliqué de s'épanouir professionnellement dans des petits marchés et dans des petits environnements comme la Martinique. Et donc, ils sont contraints pour pouvoir vivre d'assumer ce qu'on appelle le déclassement professionnel, et c'est une décision difficile à prendre pour un jeune. Donc voilà un peu les constats qui... Et puis le dernier point, il constate aussi, et ça c'est un élément important qui est souvent cité, que les services au sens large dysfonctionnent. Et donc c'est compliqué pour un jeune couple de mettre un enfant à la crèche, c'est compliqué pour un jeune couple de faire circuler ses enfants pour aller à l'école parce que les transports ne fonctionnent pas bien, etc., etc. Il faut de 2 voitures. Il faut des voitures. Sinon, on est foutu. On se retrouve dans un environnement compliqué pour plein de facteurs, pour plein de raisons. Et donc, ça, c'est le constat. Et pourtant, il faut bien, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas se contenter de faire des constats. Et puis, il faut bien agir pour pouvoir réveiller un peu ce territoire et réenchanter un peu ce que nous sommes pour redonner envie aux jeunes de venir, mais surtout donner des perspectives. Parce que le problème, on a beau le prendre dans tous les sens, c'est d'abord un problème économique. Si le système économique est fait de telle sorte qu'il ne peut pas produire d'activité suffisante pour donner de l'emploi à chacun, eh bien, on fera de la littérature autour de cette question, mais on ne réglera pas le problème. Donc, l'enjeu, il est d'abord et avant tout économique. Il faut déverrouiller tout ce qui empêche les énergies économiques de se déployer. Alors, il y a des actions qui sont faites. L'entrée de la CARICOM, c'est une opportunité, par exemple. Donc, il faut le voir comme étant une chance, à condition de se donner les moyens
de faire de cette rentrée dans la CARICOM une opportunité pour nos entreprises. On en a parlé aussi il y a quelques semaines. Sinon, on ne deviendra qu'un territoire d'importation et de consommation, alors qu'on a besoin de chercher des marchés pour exprimer les talents des entreprises et par là même pour donner des perspectives aux jeunes qui ont du travail à offrir à leur pays. Voilà, donc il y a tous ces enjeux-là. Il y a l'enjeu de l'excellence productive. On a quand même beaucoup d'atouts sur le territoire. Tu égrenais tout à l'heure les champs d'innovation. Il est vrai qu'il y a des voies sur lesquelles on peut devenir de bons spécialistes. On a quand même des atouts. On a la mer, donc effectivement l'économie bleue. Si on met une vraie énergie autour de ça, on doit pouvoir dégager des perspectives. On a parlé des filières du rhum avec tous ces débouchés que sont le tourisme, l'histoire, la culture. On a quand même des atouts qui devraient être mis en avant, d'abord pour développer l'activité et puis surtout pour nous rendre, et là je vais terminer avec ça, pour nous rendre plus attractifs qu'ailleurs, parce qu'au fond, il y a une réalité économique et puis il y a aussi une réalité dans les têtes, c'est-à-dire que je pense qu'on sait fabriquer nous-mêmes un récit très déprimant pour nous-mêmes, pour nos jeunes, et on n'arrête pas de dire tout va mal, tout est mauvais, on n'est pas bon, tout dysfonctionne. Et ce discours-là, on ne se rend pas compte à quel point on est responsable du virus qu'on installe dans les têtes extérieures, et on participe finalement à ce grand malheur par le verbe négatif. Et donc, on a peut-être aussi un devoir d'optimisme. Alors, c'est pas la méthode Coué. Enfin, c'est la méthode Coué un peu, mais c'est important de réenchanter, de redire ce qu'on a de bien, parce qu'on a des atouts, on a des forces, et il faut que ça se transforme aussi en solution économique. Oui, de donner envie de revenir dans son pays. Il peut y avoir la notion de pays, quoi, même si ce n'est pas une nation, même si ça n'a pas des colifichets comme drapeau de 3 couleurs, un hymne qu'on ne connaît même pas, ça fait rien, c'est pas ça le problème. C'est Et aimer. mettre de côté ce qui divise. Ouais. Il y a peut-être plus de choses qui doivent nous rapprocher que de choses qui nous divisent. Les noms de la honte. Christian, Oui. Alors, j'ai beaucoup aimé ce sujet, les noms de la honte. c'est pour ça que je te l'ai donné. Voilà. Alors, je vais essayer Alors, c'est vrai qu'on dit, il faut se poser des questions sur l'histoire. En 1848, quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, il a fallu créer un État civil. Il a fallu identifier 170 000 esclaves. 70. 70 000. 70 000. Ah, bon, Tu as peut-être pris que les c'est- chiffres de oui. Martinique et Guadeloupe. Merci. Tu La as précision. cumulé les deux. Quoi qu'il en soit, un chiffre quand même suffisamment important. Et donc, quelles sont les méthodologies qui ont été employées? Il y en avait qui connaissaient leur nom ou leur prénom. Et puis, il y en avait qui ne connaissaient pas du tout. Ils étaient complètement analphabètes. Donc, il est arrivé, semble-t-il, que des attachés de mairie, enfin des commis, on les appelait des commis, ont donné des noms à des esclaves. Et ça a donné lieu à toute espèce de situations qui se sont traduites par des noms dits dégradants, par exemple. Il semble, par exemple, il y a un cas où on dit qu'il y avait un esclave qui ne répondait pas du tout aux questions. On l'a appelé pas savoir. Voilà. Et puis, on a eu beaucoup de noms comme ça aussi qui sont sortis. Il y a mal cousu, il y a roast beef, pain d'épices. Il y a un certain nombre de noms qui ont été attribués. Alors, parfois, dans le texte qui m'a été donné, on dit avec une espèce d'esprit malveillant. Vous voyez? Parfois. C'était, voilà. Et tout ça, si vous voulez, aujourd'hui, on s'est accoutumé à avoir des noms qui sont parfois difficiles à porter. Hein, et l'exemple aussi qui est pris dans... Vous savez qu'en Guadeloupe, il y a une famille qui s'appelle la famille Lolo. Par exemple. Imagine que tu es à l'aéroport et puis on dit « Monsieur Lolo est demandé ». Tu vois, bon, ça peut créer... Donc, il y a effectivement des situations psychologiques qui sont difficiles à supporter. Alors, il semble aussi que ces situations ne se sont pas vues dans les pays, dans les autres colonies anglaises ou espagnoles. Mais Exact. dans les colonies françaises, il y a eu effectivement cette situation. Parce qu'on a pu leur attribuer les patronymes de leurs maîtres. Absolument, tout à fait. Mussington, Fleming, Tackling, etc. C'est ça, C'était les maîtres de l'habitation. Alors, il faut aussi bien comprendre qu'en dehors de la situation psychologique que ça peut créer, si vous voulez, ça peut aussi être considéré comme un frein professionnel d'avoir un nom qui est difficile à porter. Je ne veux pas faire du négatisme, mais c'est vrai qu'il y avait un monsieur Macabre qui était candidat à Ducos. Je me suis dit, il ne va pas passer. Non, mais vous comprenez, il n'est pas responsable. On vit avec son nom, quoi. Bon, en tout cas, il y a un chercheur, un anthropologue qui s'appelait monsieur Chanson, d'ailleurs,
Alain Chanson, qui a travaillé en Guyane et qui s'est intéressé au problème, à la problématique. Et il a effectivement écrit, il a fait un certain nombre de recherches et d'écrits sur ces sujets. Et puis, je vais terminer en reparlant de ce dont vous parlez tout à l'heure, quand tu présentais. Quelle possibilité il y a aujourd'hui pour changer de nom? Parce que c'est ça le vrai problème. Si vous êtes mal à l'aise avec votre nom, votre prénom, vous avez cette faculté, semble-t-il, par la loi française. Cependant, Monsieur Chanson, il dit que c'est trop long, que c'est soumis à des procédures trop lourdes, et que ce serait bien quand même de pouvoir faciliter cette chose, parce que ça correspondrait à une justice sociale, une justice individuelle. Voilà. Daniel et moi ne serons pas d'accord avec M. Chanson, parce qu'en France, le changement de patronyme est autorisé pour intérêt légitime, et le nom ridicule, c'est un exemple type de possibilité de changer son nom. Toute personne majeure peut choisir le nom du père ou de la mère. Si ton papa s'appelle Macabre et ta mère s'appelle Bien Vivante, ce qui n'est pas peut-être... Tu prends Bien Vivante si tu veux, ou bien tu accoles les deux si tu veux. Et la démarche se fait en mairie sans justification particulière. Mais c'est intéressant quand même de traiter ce sujet et de donner la solution, parce que les gens qui en souffrent, ils n'ont même pas besoin comme avant. Tu sais, il fallait déposer des requêtes, il fallait publier, il fallait ensuite aller dans le ministère de je sais pas de trop quoi. Garde des Sceaux. Garde des Sceaux, ouais. Alors, décentralisation, la promesse à journée ou l'art de gagner du temps. L'art de gagner du temps, Emmanuel. Oui, alors c'est l'occasion peut-être de rappeler le grand mouvement de décentralisation dans lequel nous sommes inscrits depuis les lois Defferre. Ça a commencé sous Mitterrand, au début des années 80, 83 précisément, exactement. Où là, il s'agissait pour les territoires d'outre-mer de rompre avec le centralisme jacobin, qui était la manière de gérer les espaces de la France. Et donc... Mitterrand avait cette vision-là d'accélérer ce processus, en contradiction d'ailleurs, pour la petite histoire, avec ce que pensait plutôt De Gaulle, Pompidou, enfin, la logique gaulliste, qui, elle, était plutôt dans une approche de déconcentration. Donc ça, je vais y revenir parce que c'est intéressant de parler de décentralisation comparée à la logique de déconcentration. Donc, petit rappel historique, donc, les lois Defferre, 83, pour supprimer la tutelle a priori du préfet sur les actes des collectivités. C'est là que les régions arrivent, avec des compétences renforcées sur l'urbanisme, l'action sociale, les collèges, les lycées, etc. 2003-2004, une révision constitutionnelle, donc c'est un nouvel étage, et ça, c'est le gouvernement Raffarin qui inscrit dans la Constitution, dans l'article 1er de la Constitution, que l'organisation de la République est décentralisée. Donc ça, on renforce cette vision décentralisatrice. Et puis plus récemment, on clarifie tout ça à travers les lois MAPTAM et la loi NOTRe. Donc là, on est en 2014-2015. Et là, ces lois ont pour but de réorganiser les compétences afin d'éviter les doublons. Voilà en gros le chemin. Et nous, on se retrouve aujourd'hui héritiers de ce chemin avec finalement des effets pervers de la décentralisation. Donc c'est intéressant de les noter parce que effectivement, les dernières discussions sur la décentralisation essaient de corriger les dérives avec peut-être de la maladresse politique. Mais les dérives qu'on constate, c'est que d'abord, il y a eu des empilements administratifs qui se sont faits sur nos territoires. Aujourd'hui, il y a énormément de collectivités qui s'empilent et qui chevauchent les compétences avec des zones grises où ça se traduit par des dysfonctionnements. Et ça, on le constate aujourd'hui. C'est peut-être, je dis bien peut-être, un des effets pervers de la décentralisation. Il y a aussi on constate aussi des dérives, enfin pas des dérives, mais des enjeux négatifs liés à la taille de ces territoires dans lesquels s'installent les instruments de la décentralisation, qui fait qu'ils ont besoin proportionnellement d'avoir des coûts de fonctionnement supérieurs chez nous que dans l'Hexagone. Et donc, ça rend ces collectivités plus lourdes à manœuvrer. Donc, avec, par effet de conséquence, une certaine inefficacité financière et puis les complexités normatives que ça engendre. Donc, voilà aujourd'hui. Et on arrive à des dérives qui sont aujourd'hui constatées, mesurées, enfin, je dirais plutôt mesurées par les services de l'État, pour faire simple,
et les raisons pour lesquelles il y a une volonté de recentraliser, mais en réalité une volonté de déconcentrer, ce serait plutôt ça la logique. Déconcentrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir de l'État est renforcé à travers la présence locale du préfet. C'est d'ailleurs un propos qu'avait tenu François Bayrou, rappelez-vous, quand il a, dans sa petite parenthèse de Premier ministre, où il disait qu'il faut renforcer la présence de l'État dans les territoires d'outre-mer en renforçant le pouvoir des préfets. Et donc, pour rééquilibrer, on va dire, ces pouvoirs politiques décentralisés et ces pouvoirs d'État déconcentrés. Emmanuel, tu sais qu'on va continuer ce sujet. Ouais. On va le continuer. Pas la prochaine fois, parce que tu vas voyager vers d'autres cieux, mais la fois d'après, dans 15 jours. On va reprendre ce sujet avec une comparaison avec le système gouvernatorial, avec le système de le gouverneur, c'est sa fonction, la façon dont on va faire une comparaison entre ça, parce qu'avec les pouvoirs de nos préfets, on a l'air de revenir un petit peu tranquillement à ça. Les Indiens et l'arrivée des Indiens en Martinique. Oui, alors, il y a eu un incident technique me concernant, c'est que je n'ai pas reçu ton texte. Et donc, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, c'est un sujet que je connais, oui. Je veux le traiter sans texte. Mais je n'ai pas peur, je te fais... Je te sécape, comme disaient les jeunes. Tu me pardonneras si je ne... Tu as bossé 2 ou 3 ans avec eux, tu as organisé tout pour eux, écoutez, fais pas la coquette, là, les roule. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je retiens, c'est l'existence d'une vraie fierté indienne. Ouais. Et un peuple qui a été discriminé en permanence. Ouais. Alors, ils sont discriminés déjà au départ dans leur propre terre d'origine. Oui. Vous connaissez le système des castes. Alors, ceux qui ne le connaissent pas, ils vont bosser, ils vont aller chercher. Ils vont aller voir. En clair, souvent, les Indiens qui, au départ, sont soi-disant volontaires, je dis bien soi-disant volontaires, pour venir travailler sur les plantations où les Noirs ne veulent plus bosser, plantations béquées, essentiellement, ce sont des gens qui, dans leur pays d'origine, souffrent déjà d'exclusion, de discrimination à travers le système des castes, parce qu'en Inde, il y a une espèce de hiérarchie, un peu comme ici aujourd'hui, de hiérarchie sociale, mais aussi de hiérarchie raciale, oui. On va dire ethnique, qui les pousse un tout petit peu à fuir la misère. Okay. Alors, ce que j'ai appris, c'est que même à l'intérieur de ces groupes qui arrivaient en Martinique, il y avait encore de la discrimination. Entre eux. Et surtout, une discrimination raciale entre, on va dire, les clairs et les plus foncés. Classique. Terrible. Parce qu'on n'a pas cette connaissance-là. Et donc, certains travaillaient pour les maîtres, qui, même, ces maîtres travaillaient pour des béquets. Donc, on a une espèce de discrimination structurelle. Bon, et on arrive dans un pays, donc à partir de 1853, où les stigmates de l'esclavage sont encore extrêmement présentes, on est bien d'accord. Bon, puisque tu es libre, le mardi au mois de mai en 1848, tu es libre, mais bon, c'est pas pire ce côté oral, puisque au panicaille, ou pani éducation, tu sais pas lire et écrire, donc tu restes sur la propriété. Bon, et ça, c'est un élément fondamental, cette fierté d'avoir survécu. Ouais. Mais j'aimerais souligner le drame absolu. Et les Martiniquais non indiens ne connaissent pas ça. Ouais. C'est que ces gens sont arrivés sur la base d'un contrat de 5 ans. Au bout de 5 ans, ils disent, bon, on redescend. Hein. Parce que c'était prévu. C'était prévu. Ils redescendent à Saint-Pierre ou à Fort-de-France et il n'y a pas de bateau. Hein. On leur dit que c'est... Il n'y a pas de bateau. Ça, ouais. En fait, ils ont été couillonnés. C'est ça qui est terrible. Et on assiste à des suicides massifs. On assiste à une espèce d'abandon, une espèce de renoncement. Et toutes ces attitudes de renoncement, appelons ça comme ça, ne vont pas
réussir à éliminer, malgré tout, un peuple. Mm. Et moi, ce sont des gens que j'admire. Alors, j'ai travaillé avec eux pour célébrer l'anniversaire de l'arrivée, à 2 reprises d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Donc moi, je pense qu'il est important que chacune des composantes de cette société puisse être connue de l'ensemble de la population. Et les Indiens, beaucoup moins en Martinique qu'en Guadeloupe, constituent, mais malgré tout, une part extrêmement riche de la mixité, du métissage de cette société. Et c'est fondamental. Exactement. Mais c'est ce que je voulais que tu dises. Mais je te présente mes excuses. C'est moi qui d'abord, techniquement. Bellefontaine est la question d'une sortie de Cap Nord, enjeux, mécanismes juridiques et solutions possibles. Je trouve ce petit sujet-là très chouette. Ah ben oui, en fait, ça nous permet de nous poser des questions. En fait, Oui. hein, c'est ce genre de sujet. Donc, vous savez qu'à Bellefontaine, il y a un nouveau maire, c'est M. Servius Charles Donatien. Et lors du conseil municipal du 29 avril, il annonce qu'il va proposer de lancer une étude d'impact. Attention, hein, il ne dit pas qu'il va proposer une réunion pour voter sur la... Non, c'est pas ça. Une étude d'impact pour, dit-il, savoir ce que être dans Cap-Nord rapporte ou fait perdre. Donc, avantages, inconvénients. Mais quand on regarde plus loin, il dit aussi nous recevons une contribution de EDF, parce que EDF est implanté sur notre territoire et nous voulons savoir si ce que nous reversons à Cap-Nord, c'est pas trop. Donc, en fait, l'étude d'impact, il me semble que c'est plus ça. Alors, les arguments, c'est quoi? C'est de dire, nous sommes une petite commune et à Cap-Nord, nous avons l'impression que les petites communes sont lésées par rapport aux grosses communes et on tient davantage compte des grosses communes pour les questions de développement économique, pour les questions d'eau. Par exemple, nous avons à Verrier des problèmes récurrents d'eau. Donc, par conséquent, on se pose vraiment les questions. Alors, je voudrais déjà signaler que en France hexagonale, il y a presque 35 000 communes, hein, pour 1200 et quelques communautés d'agglomération, et que les petites communes se posent les mêmes questions, en considérant que les grosses communes sont davantage prises en compte. Seulement, ce qu'il faut dire nous concernant, c'est que nous sommes sur un territoire où il n'y a pas le même millefeuille qu'en France hexagonale. Nous avons sur notre territoire une collectivité unique, qui est département-région, alors qu'en France hexagonale, il y a le département et la région. Et qu'il y a 3 EPCI sur tout le territoire, puisque nous sommes un petit territoire. Et que depuis 2010, la loi fait obligation, je dis bien obligation, à une commune de faire partie d'une intercommunalité. C'est-à-dire que Bellefontaine ne peut pas décider de sortir. Si elle décide de sortir, elle demande à sortir, il faut qu'elle aille ailleurs. Alors, on voit mal comment, de Cap-Nord, elle pourrait aller dans le sud ou à la Cacem. Et il faut savoir que la procédure n'est pas simple. Compliqué. Puisqu'il faut soumettre la demande. Alors, il faudrait que le conseil municipal de Bellefontaine vote pour demander la sortie. Ensuite, il faut que le conseil communautaire de la Cacem de Cap-Nord se prononce. Voilà. Ensuite, il faut notifier... Il y a une commission qui leur dit se prononcer. Non, c'est l'organe délibérant. Oui. Et ensuite, il faut transmettre aux 18 communes qui font partie il faut notifier aux 18 communes. Et les 18 communes ont 3 mois pour répondre et il faut qu'elles soient à 2/3 d'accord pour la sortie d'une commune. Et que le préfet a là aussi un regard qui est un regard... parce qu'en dernier lieu, il peut trancher les difficultés, notamment ce qui entraîne les sorties d'un espace communautaire, c'est-à-dire les questions financières, etc. Donc concrètement, en l'occurrence, Bellefontaine ne va pas sortir de Cap-Nord. Par contre, peut-être que l'étude d'impact, va révéler des choses. Va peut-être permettre, et puis c'est un peu comme un lanceur d'alarme, d'alerte. Elle va se dire, peut-être que ça va donner
peut-être que la gouvernance actuelle va se dire, mais il faut peut-être qu'on fasse plus attention aux petites communes et qu'on tienne compte, on fasse plus attention. Et donc là, je pense que c'est peut-être une façon de titiller les débats. Et de titiller. Oui. L'avis de la CDCI, c'est la Commission départementale de coopération intercommunale, c'est un avis. Et ensuite, la décision du préfet, comme tu l'as très bien dit. Alors, le principal obstacle, c'est les dettes, les compétences transférées, les équipements, les personnels, les contrats en cours. Bon, ta conclusion était suffisante. Là, je fais du... Oui. Il faut rappeler que Bellefontaine, c'est un émirat. C'est comme Dubaï. Hein. Oui, le fait, c'est... La manne. Non, mais 10 millions d'euros. La manne d'EDF. 1700 habitants, 10 millions d'euros de budget. Un truc fantastique. Et puis, il y a une contrainte majeure pour changer d'intercommunalité. Il faut avoir une communauté de frontières. On ne peut pas être enclavé et puis aller chercher. Aller chercher. C'est pas la peine. Jingle, culture. De l'affaire Aubéry à l'affaire Aliker, chronique de justice coloniale, c'est un livre de M. Marc Edrich, président de la cour d'assises de Fort-de-France, de Martinique. Oui, alors, comme tu dis, M. Marc Edrich est donc magistrat. Et c'est un magistrat qui est passionné d'histoire et obsédé par les erreurs judiciaires. Et il a été en poste, il a été au Havre, je crois. Et il a été tout de suite, du fait de sa passion d'histoire, il s'est dit, je vais aller aux archives. Et quand on est magistrat ou quand on est avocat, les archives judiciaires, c'est du pain béni quand on veut avoir des idées. Et il est tombé sur une affaire Durand, où un innocent avait été condamné injustement à mort et qui a été réhabilité des années plus tard. Et donc, il en a fait un livre. Et puis après, il est tombé sur ce qu'il a appelé les acquittements scandaleux des années folles. Par exemple, tout le monde sait qui est Jaurès. Tout le monde sait que Jaurès a été assassiné et l'assassin de Jaurès a été acquitté. Et donc, voilà quelqu'un qui, depuis longtemps, est passionné par ces affaires. Il arrive à la Martinique. Alors, je ne sais pas s'il a interrogé une IA pour lui demander quelles sont les affaires qui vont en Martinique, qui correspondent à mes sujets de recherche. Mais toujours est-il qu'il décide de traiter des affaires Aliker-Aubéry. Et c'est quand même 3 acquittements, 3 dossiers d'assises. Alors, la Martinique est quand même très profondément marquée, et jusqu'à présent, on a le souvenir d'André Aliker, parce qu'André Aliker, c'est un militant communiste, mais c'est également un journaliste, rédacteur en chef de Justice, et qu'un matin de février 1934, on retrouve ligoté et assassiné sur la plage de Casse-Pilote, de Font-Bourlé. Donc, cette affaire va donner lieu à une procédure, et André Aliker en tant que journaliste, avait fait un certain nombre d'articles dénonçant des scandales concernant Aubéry. Donc, il y a un procès d'assises où des comparses, sont jugés à Bordeaux pour l'assassinat d'Aliker, parce qu'ils sont jugés pour complicité. Ils ne sont pas jugés comme auteurs. Et la cour d'assises de Bordeaux va les acquitter, mais en disant qu'André Aliker a été assassiné. Ensuite, il y a un procès qui va se dérouler à Nantes, dans lequel il y a 3 protagonistes, qui sont Aubéry, qui est un usinier, ensuite Delacoste, qui est l'employé de Aubéry, et un juge, qui est un juge qui a jugé une affaire civile qui concernait l'enregistrement et l'usine du Larentie. Les droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement. Et le juge est accusé d'avoir été corrompu et Aubéry d'être le corrupteur. Ces 3 personnes comparaissent aux assises de Nantes et ces 3 personnes sont acquittées. Marcel Aliker, qui est le frère d'André Aliker, va considérer que Aubéry, qui est le commanditaire pour lui de l'assassinat de son frère, s'en sort trop bien et il va tenter de l'assassiner. Ça se passe devant l'église du Lamentin. Le pistolet s'enraie et donc Aubéry n'est pas tué.
Et Aliquer passe en cour d'assises pour tentative d'assassinat. Et Marcel Aliquer est acquitté. Il y a donc 3 acquittements. Et cette affaire, le sous-titre, tu as eu raison de le dire, Chronique de justice coloniale, cela se passe en 1934. Et c'est une radioscopie de la société martiniquaise dans son fonctionnement. Et on voit les méthodes qui sont appliquées, les législations qui sont appliquées. Et ma conclusion, qui est l'introduction du juge Eldridge, c'est de dire que la justice ne doit pas avoir peur de regarder en face ses erreurs. Et moi, je dirais que nous aussi, société martiniquaise, nous ne devons pas avoir peur de regarder en face notre histoire, y compris lorsqu'elle comporte des zones d'ombre et quelquefois de nuit noire. Oui, surtout qu'en fait, quand on parle de toutes ces affaires-là, je me dis, mais on oublie les principaux auteurs de tout ça, c'est en fait l'establishment, la loi, le Parlement, la règle qui permettait tout ça. La législation coloniale à l'époque, elle est déjà différente, parce qu'elle est coloniale, elle est différente de celle de l'Hexagone, et même dans l'Hexagone, le fonctionnement de la justice de par la loi permettait d'avoir des acquittements, alors que parce que c'était les jurés qui jugeaient selon leurs sentiments. Oui. Et la procédure, on voit, pour nous qui sommes des juristes, au niveau de la procédure pénale, on voit les progrès qui ont été faits, qui sont considérables. Oui, quand je regarde ça, et on empiète tout le temps, mais c'est important. En fait, moi, je m'en fous de Génobéry. Celui qui l'a trahi, comment est-ce qu'elle est Lacoste. De Lacoste qui l'a trahi, qui était son homme, mais qui dit, qui donne tous les éléments de la corruption du magistrat et tout. C'est une affaire de sordide, mais qui ne m'intéresse pas. Alors, les gens vont s'accrocher à tout ça, Emmanuel, à cet aspect, le béquet, il avait acheté. Bon, le crime même d'Aliquer, c'est une ignominie, puisque nous sommes tous des communicants. Bon, mais c'est fait. Il y a eu, mais c'est que ce qu'il y a un système particulier où les magistrats sont formés par la même école que les administrateurs, et avec une idée, une conception du moule vital, sociétal, de la façon de vivre, de conserver un système particulier où un parlement ne accorde un quart d'heure à la colonie parce qu'en fait, il n'y a pas de budget pour la colonie. La colonie vit en autarcie, elle se débrouille. C'est le mythe des bienfaits de la colonisation. Oui, excusez ma vulgarité. Je voudrais mon œil aussi. Pipeau, la colonie doit vivre sur son propre compte. Et un gouverneur omnipotent. Et puis là, malgré tout, on sent quand même la force des idées républicaines et des idées progressiste, puisqu'il y a quand même un juge il y a quand même une instruction qui se fait, il y a un juge d'instruction. Je pense que c'est un juge intègre, tout simplement, qui veut faire son boulot, à qui on empêche de faire son boulot, mais qui fait son boulot. Oui, c'est cet aspect qui est positif et qu'il faudrait justement faire ressortir. Alors, c'est sûr que le bouquin de ce magistrat va lever le bouclier, ceci. Mais moi, c'est les progrès qui ont été faits et qu'il faut constater, qu'il faut mettre en face des gens pour leur dire que nous avons cette opportunité de vivre dans un système relativement démocratique tout court. Pourquoi m'en mettre relativement, toi? Non, mais je pense que ça sert surtout à dire aux gens qui sont tentés de recommencer. Oui. Parce que c'est ça, les menaces sont là. Hein. Les menaces sur la démocratie sont permanentes. Le progrès n'est pas inéluctable. Hein. Oui, il n'est pas définitif. Retours en arrière sont... toute l'histoire est parsemée de retours en arrière. Donc, merci, monsieur Eldridge. Jingle music. Commence tout seul comme un grand garçon, on a assez empiété. Après tout ça de propos savants, détendons-nous. Détendons-nous de façon éclectique et de façon un peu novatrice. Hein. Je n'ai pas choisi un artiste aujourd'hui, je vous parle de plusieurs artistes. Le premier, c'est Michael Baker. C'est un saxophoniste américain qui a déjà reçu 15 Grammy Awards, qui a joué avec pas mal de gens, Hancock, Paul Simon. Je vous invite à écouter une improvisation, parce que la musique, c'est l'universalité également. Ok, bye.
C'est un titre dont je n'ai pas retrouvé le nom, mais c'est un titre connu. The Shadow of Your Smile. The Shadow of the Smile. Thank you. Merci. You're welcome. C'est bien, super. Alors, on va continuer avec quelque chose complètement différent. C'est de la danse brésilienne. Essa é pra você que levanta às 5 da matina. Café preto é sua gasolina. No seu corpo resistir de pé. Sua fé te leva onde você quiser. Essa é pro gari e também pra tia da faxina. Pro mano que perdeu a autoestima. Antes mesmo de você nascer, Deus tinha te escolhido pra vencer. Eu sou favela, eu sou daquela que me criou. Eu sou do morro, sim. Alors, on retrouve sur les réseaux sociaux beaucoup de petites choses comme ça. Mais en même temps, c'est intéressant de les partager, quoi. Donc, c'est pour ça que parfois, quand elles me sensibilisent, je me dis, bon, je vais déjà les partager avec mes amis ici et puis avec les spectateurs. Merci 3 fois. La Merci. chorégraphie, c'est quelque chose de très important. On a fait beaucoup de progrès dans la chorégraphie et chez nous aussi, on a cette piste aussi à développer. Voilà. On va continuer toujours avec tout ça, c'est en Afrique, à Capel Town. Voilà, une petite chorégraphie aussi que j'ai trouvé sympathique. Voilà, ces éléments nous ouvrent une porte sur le monde, quoi. Nous font voir effectivement comment les cultures s'expriment. Sur nous-mêmes. D'ailleurs, un jour, je vais proposer quelque chose sur la danse parce qu'il y a aussi beaucoup de formes de danse d'expression. Et c'est le prolongement de la musique, hein. Mais c'est un art réel, quoi. Donc, voilà. Alors, ensuite, je vais vous proposer un titre haïtien que j'ai découvert également, Pas tant de mer. Alors, je ne sais pas si c'est fait avec l'intelligence artificielle, mais c'est tellement beau. Pas tant d'aimer pour dire moi aimer ou la vie courte nous pas comme ça qu'arriver nous yon petit mot douce qu'a changé toute la vie ti famille ou aimer aujourd'hui à ton prix pas tant d'aimer l'amour baba rendez-vous pas tant d'aimer li pas dit qu'il est la vini l'ouvri cœur parler sans paix dit au moins remet nous avant li trop tard. Chaque matin nous lever nous figure. Mais nous pas prendre temps pour dire ça qui n'en qu'est nous yo. Nous occuper, nous presser, n'oublier l'amour. Mais c'est eux même qui toujours campé pour nous. Bon, j'ai trouvé ça joli. Magnifique. C'est magnifique, hein. Et puis en même temps, si vous voulez, c'est le mariage entre ces violons qui expriment cette musique classique qu'on connaît, mais en même temps, cette expression haïtienne de la chanson créole haïtienne, j'ai trouvé ça magique, quoi. C'est pour dire comment on peut exceller, hein, en ayant des grandes formations et puis des illustrations musicales de la sorte. Voilà. Écoutez, alors. On va terminer. Non, j'ai encore 2 propositions à vous faire. Cantaloupe Island, c'est un pianiste Herbie Hancock que j'aime et je vous propose de partager.
ça fait partie de ma consommation musicale quand j'étais étudiant. Et je ne me suis jamais détaché, bien évidemment, parce que c'était les Stanley Clarke, hein, qui est très jeune, quoi. Mais ce sont des musiciens qui ont révolutionné la musique américaine. Absolument. Et qui l'ont portée dans le monde entier. Voilà. Et puis beaucoup de chez nous se sont inspirés de Herbie Hancock, de Chick Corea, qui ont été vraiment des portes. Notamment Falfred. Absolument. Pardon? Notamment de Falfred, absolument. Alors pour terminer, j'ai toujours aimé les grands orchestres. Je vais vous proposer l'orchestre de Count Basie, ce pianiste et chef d'orchestre des années 40. Oui. Il a joué beaucoup avec Lester Young aussi, grand guitariste. Alors, on va écouter un petit peu quelques sonorités de Basie. Voilà. Magnifique. J'ai le souvenir de Ron Carter dans un studio à New York, parce qu'il était venu ici, puis il avait fait la connaissance de Falfred, de nous tous, grâce à Lily Labbé, Lily Cabassé, qui travaillait à RFO. J'ai le souvenir de Ron Carter qui est encore vivant, qui a fêté son 89e anniversaire, qui m'a amené dans les studios avec sa basse, il mesure 2 mètres, avec sa basse, ou alors à l'extérieur de New York, il mettait ça dans sa voiture. Et puis on allait dans les studios, et je me souviens qu'un jour, un grand orchestre comme ça, enregistré, il y avait un musicien noir, lui bassiste, et le musicien noir à la basse, qui n'arrivait pas à prendre le break. Mais ils sont très individualistes, c'est un Bono et puis Monoué, mais au bout du 5e take, parce que c'était les first take de plusieurs reprises, il s'est penché, il a parlé dans l'oreille, et puis le gars tout de suite a compris, et puis caracatak, tic-tac-tac. Bravo, monsieur Ron Carter. Je remercie tout le monde de pouvoir être là et parler de choses qui nous tiennent à cœur, que nous aimons. Vous êtes détendu quand même. Absolument. Et je vous donne rendez-vous. Et j'oublie pas de remercier toute la bande à Zitata, savoir Johan, Mehdi, et puis aussi la direction là-haut, qui nous permettent d'avoir cette qualité technique. Vous avez remarqué la qualité de l'image, vous avez vu les prises de vue. On est les meilleurs. À la semaine prochaine.